Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de vous mettre dans la peau de l'un de nos ancêtres celtes. Je vais tenter de vous faire comprendre leur quotidien. Tout cela avec un regard différent de celui habituellement proposé. Le récit habituel est celui de l'Empire romain. Or, Rome n'a commencé à communiquer et à commercer avec la Gaule qu'à partir de -200 avant Jésus-Christ. Pourtant, l'époque celte remonte à plusieurs millénaires avant notre ère. Ne serait-il pas plus juste de juger cette civilisation dans sa globalité? Nous allons donc essentiellement nous intéresser à cette époque méconnue que j'appellerais la Haute Époque et que certains appellent l'Âge d'Or. C'est ainsi que nous verrons si nos ancêtres méritent vraiment d'être dépeints comme des barbares ayant un goût prononcé pour la fête et le vin. Nous vérifierons également s'ils n'avaient pas d'autres caractéristiques qui auraient pu les définir plus justement. Les Celtes étaient des gens très civilisés, qui avaient une vision du monde remontant à la première tradition primordiale, remontant à la nuit des temps. Alors que du côté romain, c'est une nouvelle pensée, plus progressiste. Ces deux visions du monde totalement différentes s'avèrent inconciliables. Et c'est pour cette raison que les Romains nommèrent barbares tout ce qui était étranger à leur culture gréco-romaine. Observons d'abord les symboles de chacune de ces civilisations. Côté romain, nous avons la louve. Le mythe raconte que les fondateurs de Rome ont été nourris par cette louve. On imagine donc qu'en contrepartie, il va falloir qu'ils rassasient cette louve insatiable. De l'autre côté, le symbole ancestral des civilisations celtiques est l'agneau ou le bélier. Ce symbole double représente la polarité entre la force et la douceur. Le symbolisme de l'agneau est fort bien caractérisé par la douceur de vivre, celle si bien représentée dans le village d'Astérix et Obélix. Ce parfum de bonheur que l'on ne ressent plus aujourd'hui que dans des villages de vacances. C'était l'heureuse époque de l'âge d'or qui remonterait, d'après les anciens, à plusieurs millénaires avant notre ère, pour s'achever malheureusement avec l'avènement de l'Empire romain. La vision du monde d'un homme celte lui est héritée de l'authentique tradition païenne. Celle-ci remonte à la nuit des temps. Il faut dire que le païen n'a absolument pas peur de la mort. Pour lui, celle-ci n'est qu'un passage vers un au-delà. Il pense également que l'âme est totalement immortelle. Il voit la vie comme une chance, une grande possibilité qui lui est donnée par les puissances du destin. C'est pourquoi les Celtes sont si familiers avec les choses de l'au-delà. Ils pensent que la vie dépasse l'existence et lorsqu'ils se rappellent la mort, c'est pour être pleinement conscients de leur propre vie. Ils ont un immense respect pour leurs ancêtres défunts, même ceux décédés depuis des générations et des générations et des générations. Ils ont également une notion du temps complètement différente de la nôtre. Pour eux, le temps est cyclique. Ils ne sont donc jamais pressés. Plutôt pas mal, non, comme vision du monde. Bref, les Celtes sont des gens très spirituels. Ils ont d'un côté la sensation que leur destin est écrit, ce qui leur permet de relativiser, mais de l'autre côté, ils pensent également que s'ils sont suffisamment valeureux, ils peuvent modifier ce destin. Les Celtes étaient répandus dans toute l'Europe et même en Asie. Dans leur société, pas d'esclaves et pas de serfs. Tous les hommes étaient libres et naissaient égaux. Ils avaient la possibilité de choisir leur métier. La plupart étaient naturellement paysans, mais il y avait également des artisans, des forgerons, des guerriers professionnels et des druides. Ce sont ces derniers qui avaient mis au point ce modèle, se souciant du bien de tous, du mérite, ainsi que de la justice. C'est pourquoi un enfant de paysan
pouvait naturellement terminer grand druide ou grand guerrier. En effet, toutes les portes entre les différentes classes étaient ouvertes et l'attribution des postes se faisait au mérite. L'autorité morale et intellectuelle était aux mains des druides. Mais le pouvoir temporel était le fait du petit roi du village. Ce roi était élu pour servir le peuple et non pour régner. Il avait la double responsabilité d'assurer la défense du village et de subvenir aux besoins de son peuple, notamment en cas de mauvaise récolte. C'est là le seul motif d'expédition guerrière chez les Celtes. Le rôle du roi était avant tout une énorme responsabilité. Et en cas d'année de disette, le roi passait à la trappe. Cette classe guerrière se rapporte au symbolisme du bélier qui protège les agneaux. Mais c'est toute la morale celte qui est tournée vers les vertus guerrières comme l'honneur, le courage, la fidélité et la dignité. Les Celtes sont extrêmement attachés à deux principes, la liberté et l'honneur, qui, chez ces païens, se transmet comme un bien familial, de père en fils, de mère en fille. Le sentiment d'honneur est vécu intimement et profondément. Déroger à la loyauté est vécu comme la plus grande des hontes, à tel point qu'il n'existe ni délinquance ni police dans cette société. Cette haute dignité, issue de l'authentique tradition païenne, est la raison du mythe des crânes. Pour diaboliser les Gaulois, les Romains prétendent qu'ils récupèrent le crâne de leur ennemi pour y boire leur sang. Ce qui est faux. En réalité, il faut savoir qu'à l'issue d'une bataille victorieuse, le guerrier celte ne conserve pas le butin de guerre. Les bijoux, les pièces d'or sont toutes offertes aux dieux, c'est-à-dire profondément enterrés sous un amas de pierres appelé tumulus, afin que personne ne les récupère. En contrepartie, le seul trophée du guerrier, c'est le crâne de son ennemi. L'heureux propriétaire de ce crâne se vante qu'il a risqué sa vie et refusé une importante somme d'argent contre ce crâne. On dit même qu'il a refusé son poids en or. Ce trophée se transmettait de père en fils pour exalter l'honneur de la famille et en mémoire du courage des ancêtres. Ces coutumes mises en place par les druides sont un formidable moyen d'empêcher la corruption et de rabaisser la cupidité. Quant au fait de sacrifier les butins de guerre, ils empêchent de facto toute guerre qui aurait eu pour motif l'argent, à l'opposé de Rome, pour qui toute conquête a pour motif la cupidité. Et quant à nous, hommes modernes, où croyez-vous que nous nous situions ? Ce paradigme vertueux est entretenu par le paganisme authentique. Tous les biens d'un Celte mort reviennent aux dieux, c'est-à-dire que ces biens sont également sacrifiés. Il n'y a point d'héritage. Tout comme le pouvoir n'est point héréditaire, les biens ne se transmettent pas non plus. Cela évite bien des problèmes d'accumulation d'argent. Et les loisirs, me direz-vous ? Les Celtes célébraient les 8 traditionnelles fêtes païennes, toutes sacrées. La plus importante est Samhain, dont Halloween n'est qu'un simulacre. Il y en avait 8 par an, toutes en rapport avec les astres. Et c'est à cette occasion, et uniquement celle-ci, qu'ils buvaient de l'alcool, essentiellement de l'hydromel. En effet, le vin ne faisait pas partie du monde celte. Entre ces 8 banquets annuels, ces êtres virils qu'étaient les Celtes préféraient s'entraîner et s'exercer à la bravoure plutôt que s'adonner au plaisir de l'alcool. Ils étaient pétris de la culture du jeu et surtout du plus noble d'entre eux, la compétition guerrière et sportive que les Grecs nomment agone. Ainsi, les Celtes passaient le plus clair de leur temps à s'améliorer et à se défier. Nous allons aborder maintenant la difficile question de l'écriture. Pour aborder correctement ce souci, il faut avoir une vision du monde celte, c'est-à-dire païenne,
c'est-à-dire spirituelle et non matérielle. Pour un Celte, ne pas disposer de l'écriture n'est pas un problème. C'est pour nous que c'est un problème. En réalité, l'écriture existait, mais elle était utilisée exclusivement pour la magie par les druides. Ainsi, en ne répandant pas l'écriture, ils évitent la création du premier média. Car oui, l'écriture, qui devient ensuite la presse, est un média sur lequel un pouvoir puissant peut donc s'appuyer pour influencer les populations. Ils ne veulent pas de pouvoir central et de grand pouvoir. Le pouvoir est toujours dispatché, localisé dans chaque village. Certains vont me dire, mais n'y a-t-il pas là une rétention du savoir si vous prétendez que les druides connaissaient l'écriture mais la gardaient que pour eux? Vous pouvez voir les choses comme ça, mais est-ce vraiment si mauvais que ça? Déjà, la classe des druides était ouverte à tous, donc ce n'était pas de l'ésotérisme, le savoir n'était pas caché. Quelqu'un qui rentrait en école de druide, un fils de paysan, pouvait apprendre l'écriture, seulement elle n'était pas libérée dans la société. Était-ce mal? Pour répondre à cette question, eh bien, je vais vous poser une autre question. Pensez-vous que c'était une bonne chose de dévoiler la technologie sur la bombe nucléaire? Vous voyez que la question de savoir s'il faut libérer la connaissance à tout le monde ou pas est une question plus compliquée que ça. En l'occurrence, la technologie sur la bombe nucléaire, on a vu le résultat. Les 6 et 9 août, des bombes atomiques sont larguées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. C'était comme un gigantesque couteau de lumière qui aurait déchiré le ciel en deux. Une masse de nuages est apparue, s'élevant vers le ciel, cette ville, dans laquelle vivaient 400 000 personnes, où coulaient 7 rivières. La cité de l'eau, Hiroshima, n'était plus. On s'aperçoit là donc que la vision des païens, soi-disant barbares, était en réalité très sage, et qu'ils avaient en réalité plusieurs coups d'avance sur nous, et que les druides étaient des garde-fous contre toute éventuelle dérive. Ils ne voulaient pas sortir de ce petit paradis d'Éden qu'était ce village si heureux. Il en est de même pour l'argent. Là, j'aurais peut-être moins de mal à me faire comprendre, puisque aujourd'hui, je crois que tout le monde sait que l'argent est le nerf de la guerre, que l'argent est la cause de beaucoup de nos problèmes. Et donc, vous comprendrez aisément, après avoir compris le problème de l'écriture, que l'argent n'existait pas chez les Celtes. Ce n'était que du troc. Il faut savoir que le mot or, eh bien l'or, ce mot-là, n'existait pas en langue proto-celtique ancienne. Vous allez me parler du sesterce? Eh bien, le sesterce n'est apparu qu'en moins 200 avant Jésus-Christ. C'est effectivement le début de la décadence de l'ère celte. C'est le début de la fin de cette belle civilisation. Et il y a évidemment un lien de cause à effet direct. Quand le sesterce est arrivé, ça a été le début donc, de la matérialité, sous l'influence de Rome, bien entendu. Toutes ces sociétés ont commencé à s'effriter. Et c'est à cette époque, très précisément, un peuple d'une région de France que je ne citerai pas, ont commencé à collaborer avec les Romains. Les Éduins ont commencé à écouler le vin de Rome. Car oui, avant Rome, les Gaulois ne buvaient pas de vin. Il n'y avait pas de vin en Gaule, ou peut-être de façon très exceptionnelle, très marginale et sous contrôle des druides. Mais le vin n'était pas bu en grande quantité. L'usage n'était absolument pas banalisé. Et la collaboration des Éduins avec l'Empire romain a fait que Rome a pu, via les Éduins, écouler du vin dans toute la Gaule. Au début, bien sûr, très discrètement, et puis les âmes se sont corrompues. Les gens ont commencé à beaucoup aimer le vin et l'alcool, et ça a été le début de la dégringolade pour nos ancêtres gaulois. Et oui, je crois que c'est là que Rome a gagné la guerre. Non pas sur le terrain militaire, mais sur le terrain mental, sur celui de la corruption, de l'affaiblissement de l'âme et des valeurs. Les Gaulois, avant, ne buvaient que de l'hydromel uniquement lors des fêtes sacrées, les 8 fêtes païennes annuelles. Cette corruption, par le vin et par également les produits de luxe, et par l'argent,
puisqu'il y a eu également l'apparition du sesterce, a affaibli l'âme de nos anciens guerriers qui sont ensuite devenus des consommateurs. Vous ne vous étonnerez donc pas de comprendre pourquoi, vers moins 120 avant Jésus-Christ, les Gaulois ont commencé à céder leur premier territoire à l'Empire romain. 80 années que les Gaulois, au lieu de pratiquer la discipline virile, s'en sont remis au confort et à la mollesse du luxe et de la consommation de vin. Effectivement, à cette époque, ils étaient sans doute un peu plus attablés que leurs ancêtres le furent. Il y a là une très belle analogie à faire avec notre époque, où nous aussi, bien que nous avions déjà l'alcool et le vin, nous nous autorisons de plus en plus de plaisirs, nous rompons de plus en plus d'interdits, et, comme par hasard, notre pays va de plus en plus mal. Ne vous étonnez pas. Prenons ensemble appui sur l'exemple, ou plutôt là en l'occurrence le mauvais exemple de nos ancêtres, et ne recommençons pas la même erreur. Inspirons-nous de la haute époque et de l'âge d'or, et non de l'époque gallo-romaine. Parlons des Gaulois comme des guerriers valeureux, connaissant la valeur et la signification de l'honneur, le respect de ses ancêtres. Et oublions cette image de décadence, de Gaulois bien attablés et bons vivants. Je terminerai sur un tableau comparatif affichant la polarité entre la civilisation celtique de haute époque et la civilisation romaine. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Après avoir observé ce tableau, où pensez-vous que notre civilisation se situerait? Et maintenant, où vous-même auriez-vous envie de vous voir situé? Si c'est sur la droite, eh bien, au boulot. Car vous avez peut-être compris maintenant que si nous voulons changer le monde, tout réside dans nos pensées et dans notre vision du monde. Il va donc être urgent que nous nous modifions nous-mêmes notre vision intérieure des choses afin qu'ensuite cela rejaillisse sur toute la société. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Tiens, une carte des mégalithes, c'est tout ce qui est dolmen, menhir et compagnie. Je remarque qu'il y en a vachement dans le nord, hein. Ah ouais, en terre de vikings, il y en a un paquet. Ah, j'aimerais bien aller faire un tour là-bas, essayer d'étudier ce genre de trucs, savoir à quoi ça servait vraiment. Ah, si seulement j'avais un dracard, je remonterais la mer du Nord jusqu'en Scandinavie pour faire des reportages sur ce genre de monuments ou sur ces fameuses pierres runiques. Mais que signifient ces runes? Ah, si seulement j'avais plus de moyens, ce serait déjà fait. En tous les cas, vous pouvez m'aider sur mon Tipeee. Tout don à partir de 1 € est le bienvenu. Merci.